La confiance, on peut la perdre du jour au lendemain. Il ne faut jamais tomber amoureux d'une solution d'entreprise, mais qu'on soit amoureux du problème qu'on veut résoudre. Il faut garder un peu cet équilibre et savoir bien le doser, de l'attention aux détails, mais également évidemment de la confiance donnée aux autres, aux managers. Soyez très curieux de vos produits, de vos solutions, de votre entreprise, de vos clients, de votre problématique. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser de temps en temps dans sa vie, pas tous les jours. Dire pourquoi je suis là finalement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Vous avez été très nombreux la semaine dernière pour écouter Philippe Silbertson nous parler de management dans l'incertitude et des tensions positives qui peuvent exister au sein d'une équipe. Si vous voulez apprendre comment Keith Richards et Mick Jagger ont réussi si longtemps à faire tourner les Rolling Stones avec succès, n'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Jean-Philippe Courtois. Bonjour. Bonjour Roland. Alors, tu es probablement le plus américain des grands patrons français, le plus français des grands patrons américains. Tu as une carrière extraordinaire chez Microsoft puisque tu as accompagné cette entreprise depuis son stade de start-up jusqu'au stade de géant mondial. J'ai fait un rapide calcul. La valorisation de Microsoft a été multipliée par 10 000 sous ton leadership. C'est quand même assez extraordinaire. Oui. T'es pas le seul leader à bord, pour rester très modeste, mais c'est une aventure assez exceptionnelle. Je propose qu'on fasse ton portrait. Est-ce que Yann, tu peux nous faire le portrait de notre invité du jour? Bonjour Jean-Philippe. Votre parcours est indissociable de celui de Microsoft, même si bien évidemment, il ne s'est réduit jamais. Vous rejoignez l'entreprise en 1984, à une époque où elle n'est qu'encore un acteur émergent, et vous y resterez près de 4 décennies, jusqu'à en devenir l'une des figures historiques. En France d'abord, vous occupez des fonctions de marketing et commercial, avant de devenir directeur général de Microsoft France en 1994. Un moment charnière où il faut structurer une filiale et convaincre un marché encore en construction. Vous partez ensuite à Redmond, sur des fonctions de marketing mondial, puis prenez la tête de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Entre 2000 et 2005, vous dirigez Microsoft EMEA, avant d'être nommé président de Microsoft International. En 2017, vous devenez vice-président exécutif et président monde des ventes, du marketing et des opérations, aux premières loges du virage stratégique vers le cloud et l'IA. En 2021, vous ouvrez un nouveau chapitre, centré sur l'accompagnement des transformations nationales autour du cloud, des infrastructures et de l'intelligence artificielle. Mais un fil rouge va traverser l'ensemble de votre carrière, la jeunesse et l'impact. Vous lancez chez Microsoft le programme Génération Micro, cofondez Life for Good et la Fondation Famille Courtois, avec notamment le prix Gabriel pour soutenir des entrepreneurs engagés. Aujourd'hui, vous êtes aussi président du conseil d'administration de Schema et animateur du podcast Positive Leadership. Comme une continuité naturelle, transmettre et questionner ce que signifie réussir durablement. La communauté des masterclass de l'excellence managériale vous remercie de votre présence et est très heureuse de vous accueillir. J'aimerais commencer par un flashback. Oui. Un flashback, tu nais en Algérie, dans une famille aimante. Tu parles de ton père avec beaucoup d'admiration. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a ensuite poursuivi des études accélérées de docteur, je crois. Oui, médecin généraliste. De médecine. Ouais. Et c'était pour toi une figure emblématique. Qu'est-ce que tu retiens de cette figure paternelle? Oui, je retiens plein de force, plein d'énergie, plein de fierté aussi. C'est toute une génération, plusieurs générations effectivement de Français et dont je fais partie, ce qu'on appelait les pieds noirs, qu'on appelle toujours les pieds noirs. Je suis né en Algérie, mais j'y suis parti, j'avais 18 mois. Et mon père fait partie évidemment de ce pilier, de ces racines très fortes qui m'ont constitué, puisque je l'ai vu, et j'ai évidemment en grandissant à ses côtés. Et j'ai su ensuite, et en relisant d'ailleurs ces lettres qu'il écrivait à sa maman, qui était partie en guerre alors qu'il avait 18 ans, et qu'il a été blessé très gravement. Il a failli d'ailleurs mourir sur la ligne de front en Alsace, au passage de l'Allemagne. Il a survécu.
Et de ce fait, car il était l'enfant unique d'une maman qui avait été abandonnée, enfin peu importe, il a pris à bras le corps le problème de devenir médecin, qui était une passion. Et il l'a fait en 4 ans, ce qui paraît totalement fou, donc d'une manière incroyable. Il est devenu médecin généraliste dans un village pas loin d'Alger. Voilà, et après l'histoire a voulu que les Français quittent l'Algérie, comme on sait. C'est en 62, exactement. Et mon père, avec ma maman, et donc mes 2 sœurs à l'époque, et ma grand-mère, qui était grabataire, ont dû trouver un lieu et littéralement partir avec des valises, c'est tout. Hein. Vous avez tout quitté? Tout quitté, tout laissé, donc maison, etc. Et donc nous sommes installés à Nice. Voilà, à Nice. Donc j'ai des attaches niçoises profondes puisque j'ai grandi dans cette ville magnifique sur les bords de la Côte d'Azur. Et j'y reste profondément attaché. Mais voilà, donc l'exemple de mon père m'a toujours aidé à me construire, à toujours garder un grand optimisme et relativiser les événements dans une vie, tant qu'on peut le faire évidemment, et d'avoir cette énergie, cette force de reconstruire. Tu parles dans un de tes podcasts de sentiment d'urgence que t'as laissé cette expérience, l'urgence de vivre, l'urgence de faire le bien, l'urgence d'avoir de l'impact. Oui, une urgence, d'abord une responsabilité. J'ai tout de suite ressenti une forte responsabilité familiale, de la cellule familiale, qui est quelque chose qui est très fort pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est la première communauté dans laquelle qu'on reste, j'espère, enfin pour la plupart d'entre nous, très attachés. Et le fait de dire, et je voyais mon père en tant que médecin, avec des dizaines de patients dans les cages d'escalier qui attendaient parce il avait une belle réputation en tant que médecin qui, au-delà de trouver un symptôme et d'amener une prescription, s'intéressait vraiment au sort du patient, au plan humain, personnel. Et donc, c'était un très bel acte et une très belle démonstration de cette communauté humaine. Et donc, ça m'a porté dans mes jeunes années, même si je n'ai jamais voulu devenir médecin moi-même. Alors que ma sœur est devenue dermatologue et que voilà, j'ai vécu dans une famille assez médicale finalement. Comment se passent ces premières années, ton enfance à Nice? Pour les familles de pieds noirs, c'est toujours assez difficile, un peu déraciné de l'Algérie, français, mais d'origine considérée par certains comme étranger. Comment se passe cette enfance? Alors c'était une enfance compliquée, même si je l'ai pas ressenti en tant que tel, mais je sais que les récits de mon père, justement de la famille, c'est beaucoup de solidarité, parce qu'on a démarré littéralement hébergé par d'autres familles d'amis, rapatriés qui étaient eux rentrés quelques années plus tôt, donc c'était la communauté des rapatriés qui s'entraidaient, parce qu'on n'avait pas de logement, on n'avait rien en fait, hein, donc il fallait déjà trouver un lieu pour se loger, se nourrir, et que rapidement mon père puisse effectivement ouvrir son cabinet médical, ce qui a été très compliqué parce qu'il y avait un rejet incroyable pour les Français rapatriés d'Algérie, on les considérait comme des émigrants. Des étrangers dans notre pays dont on était très fiers. Et donc mon père littéralement s'est battu, même physiquement, même l'avouer, avec le représentant du Conseil de l'ordre des médecins pour qu'il ait ce droit d'exercer sa profession comme tout autre médecin, puisqu'il était de nationalité française, et il a obtenu. Et donc il a ouvert son cabinet médical, ce qui a permis à notre famille évidemment de grandir et de grandir dans de bonnes conditions, parce que mon père a fait le nécessaire. Alors tu fais des études, Schema, et puis le 2 mai 1984, le lendemain de la fête du travail, tu prends ton train et tu arrives aux Ulysses, dans une start-up américaine que personne ne connaît. Au global, c'est 800, 900 personnes. En France, c'est quoi? En France, j'étais le salarié numéro 11. Numéro 11, voilà. Effectivement, je me rappelle très bien ce train que j'ai pris, les zones de Courtabœuf et les Ulysses, c'était pas très romantique à l'époque. Ça y est, je sais pas si elle est toujours, mais moi, j'y suis repassé. Mais surtout, j'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires. Je pense que des rencontres avec des entreprises et des organisations pour lesquelles on va travailler, c'est d'abord et surtout des rencontres avec des personnes, des talents, des hommes, des femmes. Ça a été le cas avec Bernard Verne, Michel Lacombe, les 2 dirigeants historiques de Microsoft France, puis de l'Europe, dans lesquels je me suis inscrit ensuite. Et c'est vrai qu'à l'époque, Microsoft était très peu connu. L'industrie logicielle était en train de naître, c'était microscopique.
Mais j'avais eu une aventure dans une startup niçoise qui s'appelait Memsoft, dans laquelle j'avais co-développé avec un copain de promo un soft de comptabilité. Et donc, j'étais tombé amoureux du potentiel de cette industrie quand j'ai vu le pouvoir que ça donnait, en l'occurrence, s'agissait d'un logiciel de comptabilité pour des PME, PMI, qui à l'époque, ça pour beaucoup de nos éditeurs, ça paraît totalement anachronique. Il faut savoir que la compta, c'était du traitement à façon, c'était payer des sommes énormes à des cabinets comptables, et on attend des grands listings ou des grands livres comptables à la mano. Et donc, le pouvoir qu'avec un software, un logiciel, on pouvait automatiser des écritures comptables, donner du sens à de la comptabilité pour donner du sens à l'activité économique, des chiffres, et donc gérer son entreprise et donner ce pouvoir à des toutes petites boîtes, des PME, on ne parle pas de grands groupes, c'était révolutionnaire sur le PC, le personal computer qui venait de naître avec l'Apple II et ensuite IBM PC. Alors, on te donne un gros ordinateur de 15 kilos, on te donne une Renault 11 et te voilà parti pour évangéliser en France les entreprises sur les bienfaits du logiciel. Assez rapidement, tu prends des nouvelles responsabilités, on te donne le développement international, donc tu pars au Benelux, et puis rapidement, tu as des fonctions de management et tu deviens patron de Microsoft France à 33 ans. À quoi ressemblait le Jean-Philippe Courtois à 33 ans dans son style de management, dans son style de leadership? Alors, c'était Jean-Philippe Courtois à cette époque-là. Était un manager d'abord extrêmement engagé pour la mission de son entreprise. C'est quelque chose sur lequel je suis resté très attaché toute ma vie, parce que je crois profondément qu'on travaille pour une organisation pour laquelle on doit avoir un respect, sinon il faut la quitter, très fort, de sa raison d'être, si sa raison d'être est toujours vivante. Et c'était un manager extrêmement aussi engagé dans l'action, très hands-on, donc beaucoup dans l'exécution. Très de ce fait au milieu de ses équipes, certainement aussi pas forcément dans un très grand empowerment, comme on dit ensuite, donc avec pas mal d'interventionnisme au cœur des équipes sur la manière de faire les choses, mais très attaché au talent, aux capacités humaines d'une équipe à transformer la donne dans un business, dans une organisation. Et c'est ce que j'ai appris très tôt, et dans un contexte évidemment très global et international, et qui m'a immédiatement non seulement stimulé, façonné quelque part, d'avoir son esprit, son mindset, à se connecter avec différentes cultures, notamment la culture américaine, dans laquelle j'ai vécu pendant plus de 40 ans, mais également ensuite dans le reste de ma vie professionnelle, dans plus de 120 pays du monde dans lesquels j'ai voyagé avec de multiples cultures, et qui a été un facteur d'enrichissement et qui reste d'ailleurs permanent, exceptionnel, d'ouverture, de lecture, de visions différentes qui soient apportées à des problèmes économiques, sociétaux et technologiques, bien sûr. Alors j'ai une question. Steve Jobs, micromanager. Elon Musk, micromanager. Jean-Philippe Courtois, au début en tout cas. À 33 ans. 33 ans. Micromanager. Donc des succès extraordinaires qui sont des micromanagers, et pourtant dans tous les livres de leadership et de management aujourd'hui, on dit micromanagement, c'est horrible, il faut surtout pas. C'est vrai. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux règles? Oui, moi je réconcilierais de la manière suivante. Je reste toujours très attaché à ça, même si ma distance par rapport à la posture de manager et de leader a évidemment énormément évolué. D'ailleurs, ces raccourcis qu'on a sur Elon Musk, Steve Jobs ou d'autres, on pourrait l'étendre à Bill Gates, que j'ai connu pendant de nombreuses années aussi, Bill toujours, c'est qu'il y a une attention au détail, il y a une connaissance du détail qui doit être très forte. Et il n'y a pas de miracle. Pour connaître le détail, il faut aller s'y frotter. Il faut s'y confronter. Donc ça passe non pas en permanence, et ça c'est vrai que dans les jeunes années de croissance de manager, on a tendance à avoir l'essentiel de son temps dans la sphère d'exécution de détails, pour comprendre comment marche la machine, entre guillemets, les boulons, un par un. Et j'ai toujours eu la conviction que même si on montait ensuite en altitude de management, sur des organisations qui grandissent de manière très très grande et à grande échelle, on en parlera peut-être encore, en fait, il faut garder un peu cet équilibre et savoir bien le doser de l'attention aux détails, mais également évidemment de la confiance donnée aux autres, aux managers, de les faire grandir, de leur donner de la marge de manœuvre, de leur donner un grand territoire dans lequel ils vont pouvoir se développer. Et ça, j'ai vu la puissance de ça rapidement au fil de mes années, en faisant des erreurs de manager et en apprenant que il fallait à un moment donné
lâcher les brides, comme on dit, et qu'il y en avait d'autres d'ailleurs qui allaient mieux connaître les détails que moi et mieux le faire que moi, évidemment. Et alors, si tu devais donner un conseil au jeune manager que tu étais à 33 ans, aujourd'hui, avec ton expérience, tu dirais quoi à Jean-Philippe de 33 ans? Ne change rien parce que tu es dans ta courbe d'apprentissage ou tout de suite prends un leadership plus moderne, plus empathique, plus empowering? Alors, je pense qu'évidemment, alors, c'est comme toujours les Américains with insights, donc avec ces 40 ans et plus de, alors, je ne sais pas si c'est de sagesse, mais de courbe d'expérience, je dirais que le dosage serait certainement différent. Oui, le dosage serait différent et je leur dirais, soyez très curieux de vos produits, de vos solutions, de votre entreprise, de vos clients, de votre problématique. Et donc, comprenez les rouages, comprenez ce qui se passe. Soyez curieux de ça, ça me paraît toujours essentiel. Mais soyez également aussi curieux, voire davantage, de la capacité humaine à vos côtés pour réaliser votre mission et vos objectifs. Et ça, si on est curieux de cette capacité, on va passer du temps naturellement à chercher les talents, à les développer, à les faire grandir, à créer une dynamique collective de succès qui fait qu'on ira beaucoup plus loin que tout seul à la manœuvre en allant dans chacun des détails des opérations. Alors, tu prends rapidement des fonctions régionales, globales, et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les différences culturelles. Tu as été, je crois, chez Microsoft, un grand avocat de l'adaptation du modèle aux contraintes ou à la culture. Comment est-ce qu'on vit cette tension positive entre le déploiement d'un modèle industriel global qui scale Oui. et puis cet ajustement local aux tendances culturelles? Oui, ça a été vraiment le yin et le yang de toute ma vie, ça. Parce que j'étais donc dans ces dernières années au comité exécutif Microsoft, aux côtés de Satya Nadella, et j'étais d'ailleurs le seul non-américain au comité exécutif, ce qui veut dire beaucoup de choses d'un côté. Et j'ai incarné par ma fonction, parce que j'étais président de l'ensemble du business commercial de l'entreprise, de nos 120 filiales dans le monde et de toutes les personnes qui nous représentaient sur le terrain. J'aime beaucoup la notion de terrain, de concret, les pieds ancrés dans la réalité de chacun de ces pays. Et j'ai toujours été confronté, et je l'ai appris par ces multiples expériences que j'ai eues en passant au siège aussi, et ça m'a ouvert les yeux, ça c'est très important, qu'il y avait en fait une force incroyable à essayer d'obtenir le meilleur de capacités globales d'une entreprise. Il faut savoir bien les définir et les circonscrire. Quelles sont-elles? Sur quelle industrie? Ça varie énormément selon les métiers. Et la capacité locale, évidemment, pas seulement d'exécution, mais d'innovation, de création de valeur supplémentaire. Et donc, j'ai été très impliqué dans quelque chose, pour moi, qui reste probablement quelque chose dont je suis le plus fier, qui est la création d'une communauté de leaders. C'était le rôle, je dis c'était parce qu'il a évolué. Quand on est parti, on part, c'est fini, donc on revient plus en arrière, de ce qu'on appelait country managers, des patrons de pays, patronnes de pays. Des leaders qui représentaient finalement, qui étaient des mini Bill Gates, des mini Satya Nadella, des mini Steve Ballmer, pour prendre les trois CEO de Microsoft, et envers lesquels je donnais une zone justement de création de valeur suffisamment forte. Un, pour les motiver de manière incroyable, avec tous leurs collaborateurs, qui à 99%, il faut le rappeler, sont des nationaux de chacun des pays, des Chinois en Chine, des Coréens en Corée, des Mexicains, etc., des Français en France. Mais il y a des talents internationaux aussi, j'ai toujours souhaité cette dualité, et d'être capable d'avoir cet équilibre, et non pas de manière monolithique, mais de dire, en fait, quand on est dans une industrie comme la technologie, dans laquelle les produits et les solutions, à l'époque sur le PC, les softwares, après on est passé dans le cloud, sont standardisés. Il faut être très clair, ce sont les mêmes. Oui, il y a une micro-variable d'ajustement qu'on appelait à l'époque la localisation dans la langue. Bien évidemment, il y a des choses également, des caractères uniques. Enfin, c'est à la marge, il faut être très très clair dans le process R&D d'innovation. Donc quand on a ça, qu'est-ce qui change finalement? Qu'est-ce qui change? C'est l'usage de ces technologies et sa consommation dans les pays. Et là, c'est un facteur évidemment très humain, parce qu'on va y revenir là-dessus. Ça dépend de la technostructure et la structure du tissu économique, social et culturel de chaque pays du monde. Et ça, c'est la richesse incroyable que j'ai apprise au fil de mes innombrables voyages autour du monde. J'en suis pas fier au niveau de mon empreinte carbone, malheureusement, je dois le dire, mais la réalité de mon job, ça a été d'être plus de la moitié de mon temps sur le terrain, dans ces pays, auprès de ses clients, passer le maximum de temps, et porter la voix des leaders de ces pays, donc des country managers, et les exposer eux-mêmes au siège,
au comité exécutif pour dire, voilà, en fait, sur tel produit, sur telle solution, sur telle approche, il y a telle problématique dans mon pays et il y a telle opportunité sur lesquelles j'ai besoin d'aide. Et j'ai besoin peut-être d'un écart un peu différent pour performer et pour obtenir une meilleure confiance d'utilisation de nos technologies. Est-ce que cette capacité à s'adapter localement, tu l'as vu plutôt se développer, grandir, ou au contraire se refermer avec l'échelle? Alors en fait, on a eu différentes étapes, évidemment. Je vais pas refaire toute l'histoire. J'ai connu toutes les différentes étapes. Et notamment une étape clé qui est celle pendant laquelle Steve Ballmer, dans les quelques années qui ont précédé le moment où Steve Ballmer est devenu CEO de Microsoft, en fait. Et Steve, bon, qui est resté un ami, quelqu'un que je respecte énormément, est venu vivre plusieurs mois à Paris et plusieurs mois à Tokyo pour apprendre l'entreprise sur le terrain. C'est-à-dire au-delà de Redmond, le siège, dans lequel il passait beaucoup de temps, comme toutes les équipes de Redmond, de R&D et les dirigeants et CEO de Microsoft. Et on a énormément apprécié parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur le terrain voir des clients et voir les salariés. Et là, il s'est rendu compte d'une chose assez simple, c'est qu'à l'époque, on avait des modèles assez différents. Donc on a connu une période qui n'était pas standardisée, où on avait même notre logo Microsoft. Le logo était le même, mais on avait une image de Microsoft, par exemple en France, qui était un papillon. D'ailleurs, le bâtiment de Microsoft aux Ulysses survol, si on prenait un Google Earth, c'était une forme de papillon. Et on était très fiers de ça, et on avait créé d'ailleurs une image, une réputation en France très forte. On avait la plus grande part de marché de très loin du pays. On avait des prix très différents, beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Ça paraît complètement fou aujourd'hui. C'était avant l'euro. Oui, mais c'était avant l'euro. Voilà. Enfin, on a maximisé la capacité d'attraction et de déploiement de la marque Microsoft dans le pays. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, avec l'Europe arrivée, l'euro, etc., et il y avait beaucoup de déperdition d'énergie. On a été même à une époque où il y avait des stocks physiques de produits. Les softwares, c'était des CD, des disquettes, shrink wrap, comme les Américains, dans des packages. Et on avait même notre entrepôt aux Ulysses. Donc, j'amenais mes commerciaux pour dire, ouais, il y a tout ça qui est sur les palettes, hein. Il faut que ça sorte. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est le rapport très concret. Évidemment, tout ça, c'est totalement dématérialisé, hein. Ça paraît préhistorique, ce que je dis. Et donc, il n'y a plus besoin d'entrepôt. Et il y a eu des process, tout simplement, de licence de logiciels et puis après de service cloud, maintenant, qui ont refait l'histoire, évidemment, encore une fois, et qui font qu'on a standardisé nos prix, nos process de marketing, de commercialisation, parce qu'il faut les mêmes contrats dans le monde, contrats avec des clients globaux. On peut pas s'amuser à faire vraiment un contrat en France pour la même banque qui va ensuite opérer aux États-Unis, par exemple, ça n'a aucun sens. Et donc, on a été amené à créer des standardisations de ces modèles. Et j'ai été amené dans mon rôle de président à créer ce qu'on appelle des blueprints, des modèles d'organisation qui permettent justement d'avoir un scale-up de la plus petite, une filiale comme on avait à Malte. Je suis très fier, je me rappelle le voyage que j'avais fait à Malte et j'adore cette île. D'ailleurs, c'est magnifique, les deux îles, l'île de Gozo aussi à côté de la Valette et de Malte, et dans lesquelles finalement on avait la capacité à créer un modèle de développement du plus petit pays jusqu'au plus grand du monde, qui était les États-Unis, évidemment. Voilà. Et avec des fonctions très définies, qui étaient les mêmes dans le monde. Donc on a commencé à standardiser les jobs, parce que, comme par hasard, quand on a des jobs qui se ressemblent, on peut créer des communautés d'experts, des gens qui partagent les meilleures pratiques, la façon de faire quand on fait du customer success, par exemple. Voilà. On est passé dans le cloud, il fallait comprendre ce qu'était un customer success. C'était encore nouveau dans l'industrie du cloud à l'époque. Et je peux te dire que le fait d'avoir une communauté de customer success pour traduire et pas être lost in translation, qu'on dit, entre nos amis chinois, américains, français ou autres, c'était extrêmement utile. Donc moi, je crois beaucoup, mais c'est pas une recette unique. Il faut être très conscient de la mission d'entreprise, de ses produits et solutions, quoi, il y a un degré de standardisation qui est là, qui est inhérent à l'offre. Et ensuite, comme toujours, c'est l'humain des clients, le pays et cette dimension culturelle qui va être très importante à capturer en donnant ce terrain, cette marge de manœuvre pour des leaders de très grande qualité de faire une très grande différence. Alors en 2015, Microsoft, comme tu le décris très bien, vend des CD qui sont intégrés dans les boîtes Dell et les boîtes HP. Et puis arrive le cloud. Et là, Microsoft, qui vendait des softwares, devient le trusted advisor des entreprises dans leur transformation digitale. Oui. C'est une transformation radicale. Massive. Comment est-ce que toi, en tant que leader, tu as abordé cette transformation? Est-ce que ça t'a obligé à réinventer
ta fonction, tes compétences, ton attitude, ta posture de leadership? Oui, ça a été probablement l'un des points d'inflexion de mon développement personnel aussi, au sein du comité exécutif, parce que Satya m'avait demandé, alors j'étais président international, en gros je manageais tous les pays du monde sauf les USA et le Canada, de m'occuper aussi des USA et du Canada, ce qui était une très grosse responsabilité, parce que les USA c'est la moitié du business de Microsoft au niveau mondial. Et d'ailleurs j'ai même été acting patron des US pendant 1 an, parce que je recherchais un nouveau leader, le patron américain ayant pris un autre job chez nous dans les headquarters de l'entreprise. Et en fait, c'est un moment très structurant parce que j'ai réalisé qu'évidemment, en changeant de paradigme pour l'entreprise, on a changé de mission à l'époque pour Microsoft. Il faut savoir que pendant plus de 40 ans, on était porté par la mission de notre fondateur Bill, qui disait, un jour, il y aura un PC sur chaque bureau, là, comme sur le bureau, et dans chaque foyer. Et ça nous a porté, ainsi que tous les pays du monde, à adopter le PC, les technologies de l'information, ensuite avec l'Internet, etc., pendant de nombreuses années. Mais on s'est rendu compte dans un univers qui était en train de profondément évoluer au plan des technologies avec l'arrivée du cloud et l'IA qui existait déjà, même si c'était pas l'IA générative, elle était déjà là, qu'il fallait changer de point de vue sur le monde. On a changé de mission. Et donc, avec Satya, le comité exécutif, on a défini une mission qui, en français, parce que la version anglaise et française, c'est toujours compliqué certains mots, empower every person and every organization on the planet to achieve more. Ça veut dire quoi? C'est donner à chaque personne, à chaque organisation, les moyens de réaliser ses ambitions. Quand on écoute ça, il n'y a pas un mot de tech là-dedans. Hein. C'est profondément humain. C'est profondément humain, individuel et collectif avec une organisation. Et ça veut dire qu'on devenait effectivement, non pas, pour parler des fonctions commerciales, je dirigeais tous les commerciaux du monde de Microsoft, pas simplement des vendeurs de boîtes, comme on disait à l'époque il y a très longtemps, ou de licences, qui étaient les fameux Enterprise Agreements, les contrats de licence, mais on passait un paradigme qui était la consommation de services cloud, ce qu'on appelle les cloud economics. Et là, c'était un point d'inflexion, donc un risque majeur pour l'entreprise aussi, parce que les flux de facturation changeaient, à savoir que le revenu n'était pas reconnu qu'à la signature d'un gros deal, un gros contrat de licence, qu'il soit déployé ou pas, d'ailleurs, il faut être très clair, avec des difficultés diverses et variées selon les entreprises de déploiement de nos solutions, à une consommation de Microsoft Office 365, d'Azure, qui sont des services cloud qui sont à ce moment-là facturés, consommés dans leur usage au quotidien par des millions d'utilisateurs dans le monde et d'entreprises. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là que si je changeais pas moi-même en tant que leader dans mes attitudes, mon comportement, mes questionnements, mon modèle d'évaluation de performance des équipes commerciales, ça ne marcherait pas. Donc, on est passé dans un modèle déjà de rémunération qui n'avait plus rien à voir, puisqu'il s'agissait pas simplement du facturé, mais de la consommation de cloud. Donc, il fallait activer le succès de nos clients pour réussir commercialement. Et ça veut dire qu'on change de paradigme pour un commercial. Ça veut dire qu'il doit devenir plus que curieux, il doit devenir intime avec le business, la stratégie de son client, comprendre quelle est sa problématique avant de lui parler de cloud et technologie, de lui vendre tous les bénéfices d'Azure et d'Office 365. Et donc, je me suis dit que moi-même, en tant que leader, il fallait que je change de manière de diriger les équipes. Je suis devenu coach, avec une méthode que j'adore. C'est devenu un ami de quelqu'un qui s'appelle Michael Bungay-Stanier, qui a écrit un des best-sellers Coaching Habits dans le monde, que j'adore. Bon, avec cette question très structurante. Et de ce fait, j'ai moi-même réalisé, aux côtés de mes 5-6 000 managers commerciaux dans le monde, cette certification de coaching, qui a permis de transformer le mindset de nos commerciaux. En plus du changement de rémunération, en plus de multiples changements, plein de formations aussi, hard skills bien sûr, sur le cloud, ce que c'est, comment ça fonctionne, sur le métier de nos clients, sur la partie industrie, comprendre par métier les conséquences de la transformation par le cloud, maintenant l'IA de ces métiers. Mais fondamentalement, c'est un changement de mindset, de posture. C'était partir et changer de ce jeune Jean-Philippe dont on parlait quand j'avais 33 ans, d'un Jean-Philippe qui était pas simplement dans l'exécution et dans la performance absolue, et qu'on me demandait, tous les quarters, j'étais redevable des chiffres de l'entreprise quand même, qui était une assez grosse responsabilité qui a grandi avec beaucoup de zéros au fil des années, mais c'était la capacité en fait à déployer ces services cloud dans le monde et gagner en part de marché alors qu'on était parti très loin derrière Amazon et AWS et grignoter ces parts de marché. Et on est passé, pour finir, en quelques mots, en cette décennie
d'un chiffre d'affaires qui était littéralement quelques dizaines de millions de dollars de cloud à plus de 150 milliards de dollars de cloud pour Microsoft. Donc, et ça, c'est profondément une posture de coach que j'ai prise en tant que leader, et donc de passer de l'inspection, pas simplement à l'inspiration, mais vraiment à cette posture de coach qui est là finalement pour faire grandir les autres, pour les rendre plus curieux et pour les rendre surtout beaucoup plus percutants, pertinents par rapport au succès du client. On entend beaucoup, quand tu parles de cette période-là, le mot humilité. Je ne l'ai pas prononcé, mais il est entre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire devenir humble quand on est patron monde, global sales, marketing et operations chez Microsoft? J'ai été toujours très sensible à cette humilité à titre personnel, et peut-être que ça rejoint la discussion qu'on a eue au début avec mon père, parce que quand on redémarre de rien, on reste très très humble. Et surtout, bon, avec cette fameuse aussi citation qu'on connaît de Superman, hein, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. J'ai compris ça à titre personnel et professionnel très fortement également chez Microsoft, parce que j'ai été confronté alors que j'étais patron EMEA, donc on revient à quelques années en arrière, dans les années, en fait c'est en 2000, à une époque où Microsoft était devenu un peu le diable, c'est-à-dire qu'on était sanctionné par le DOJ, département de la justice américain, qui menaçait littéralement de démanteler Microsoft, démanteler Windows comme monopole, et le reste de l'entreprise, Office et tout le reste des applications d'entreprise. Je me souviens de scènes mythiques entre Michael Dell et à l'époque, c'était qui patron de Microsoft? Bill Gates. Devant la justice. Oui. C'était pas Michael Dell, c'était vraiment Bill. Hein, c'était vraiment Bill. Oui, c'était Bill. Oui. Sur l'intégration de Windows dans Dell et Michael Dell répétant inlassablement à toutes les questions de la justice américaine. D'autres navigateurs sont disponibles sur Dell. Aussi, c'est vrai. D'autres navigateurs sont disponibles sur Dell. C'était extraordinaire. Voilà, bon, c'est un moment fort, mais c'est un moment fort que j'ai vécu très personnellement aussi, parce que face à des clients, et c'était mon rôle tous les jours, que ce soit pas seulement en France, mais partout en Europe et en Afrique, et avec tous mes leaders de pays, on était confrontés à des clients qui étaient évidemment insatisfaits, furieux, parce que je dirais l'environnement, l'ambiance était telle qu'il y avait une méfiance qui s'était installée. Et donc c'est à ce moment-là où réellement j'ai pris clairement la conscience très forte de la responsabilité qu'on a quand on est un acteur leader, quelque secteur que ce soit, encore plus dans la technologie, encore plus dans l'activité, toujours aujourd'hui en 2026 avec l'IA évidemment, sur la responsabilité incroyable que l'on a de rester tout simplement à l'écoute permanente des marchés et de ne pas dépasser ses pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et donc, bon, l'histoire après a fait que Microsoft a été sanctionné, mais de ce fait, on a changé beaucoup de nos comportements. Et je pense que ça a profondément marqué l'entreprise, pas simplement Bill lui-même, mais tous les successeurs ensuite, Steve et Satya, dans la manière de faire les choses chez Microsoft. Et moi qui étais un peu sur la front line, comme on dit, en Europe où se passaient beaucoup de choses aussi très compliquées par rapport à ce procès de Microsoft, j'ai été extrêmement enrichi de cette expérience. Et donc je l'ai gardé en mémoire avec cette humilité quand on a grandi, et que la réputation s'est revalorisée bien totalement évidemment de l'entreprise quelques années plus tard, de bien comprendre par où on était passé et que c'est des moments qui peuvent, la confiance on peut la perdre du jour au lendemain. Voilà. Il y a une phrase de Satya Nadella que j'aime beaucoup qui dit "Don't wait for the next job to bring the best of yourself." Oui. Est-ce que ça a été un peu le chemin de ta carrière Réellement, pas aller chercher le job suivant, mais juste être excellent dans l'exécution à chaque moment? Réellement. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire, sans doute, de pas aller chercher mon nouveau job. On est toujours m'en proposer, hein, qui m'a passionné. Mais j'ai toujours été intimement convaincu que, d'abord, on ne fait pas un job par dépit, on le fait par passion. On le fait par passion à la fois parce que fait son entreprise, je reviens toujours là-dessus, par le fait qu'on apprécie et on apprend des personnes avec lesquelles on bosse tous les jours. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel de développement personnel, tout simplement. Et puis de la notion d'impact personnel. D'avoir cette fierté de se dire, matin et soir, on se lève et on se couche, quels que soient les fuseaux horaires du monde, on accomplit des choses qui ont un sens littéralement, au-delà de chiffres commerciaux.
dans ma vie, et avec des entreprises, avec des communautés, avec l'éducation, enfin avec des tas de sujets sur lesquels la technologie a un impact incroyable dans ce qui est en train de se faire et que je voyais moi au fil des années. Et donc pour moi, oui, chaque job, je devais faire le meilleur et apporter le meilleur de ce que j'étais capable de faire, et en chercher des zones d'inconfort aussi pour apprendre de nouvelles compétences. Et c'est ce que tu continues à faire. À l'occasion d'un drame familial en 2015, vous perdez votre fils Gabriel et vous décidez en hommage de créer avec ta femme Pascale, avec tes deux filles, une fondation pour avoir de l'impact et aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à avoir plus d'impact à l'échelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet, comment tu t'es engagé et quel sens ça a d'un point de vue personnel, familial? Bien sûr, oui. Donc c'était en 2015 et avec Pascal, Aurore, Roman et mes filles, mon épouse, on a créé Live for Good. Donc Live for Good, c'est une association, loi 1901, qui agit pour l'intérêt général, qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va à la rencontre de milliers de jeunes entre 18 à 30 ans qui viennent avec une idée pour changer le monde. Alors, c'est quoi une idée pour changer le monde? C'est une idée qui touche à la santé, à l'éducation, au social, à l'environnemental, et qui sont, pour moi, les signaux avant-coureurs de la transformation de la société. C'est des sujets sur, par exemple, évidemment, les violences sexuelles faites aux femmes. C'est des sujets qui vont concerner des modèles de régénération alimentaire. C'est des sujets de modèles d'économie circulaire, que ce soit la restauration collective, que ce soit du textile, que ce soit de la construction, matériaux de construction. C'est des sujets qui vont toucher le développement et droit à l'éducation, au social. Et donc ces jeunes viennent avec ce projet. On les sélectionne par des appels à projets chaque année et on les embarque par cohorte de 50 dans une communauté, Live for Good, et dans un programme qui s'appelle Start for Good. Et Start for Good, il y a un début de projet d'entreprise, mais il n'est pas encore structuré. Et pendant 9 mois, on va les accompagner sous forme de campus dans lesquels on va révéler leur pouvoir caché de leader positif et dans lesquels on va les aider surtout à y voir clair sur la mission de l'organisation. À nouveau, pour moi, c'est très important de démarrer avec une mission, qu'on soit très clair là-dessus. Quel est le problème qu'on veut résoudre dans le monde et quelle est la raison d'être? Quelle est ensuite la solution, le MVP qu'on va créer, le concept produit, service qu'on va créer? Et ensuite, quelle est toute la chaîne de valeur qu'on va réaliser avec son premier client, avec son financement, le management, etc., etc. On les entoure ensuite de tas de sprints et de sessions digitales sur différents sujets autour de toute cette chaîne de valeur et leur développement personnel. Et on les suit également avec des coachs qui ont été formés évidemment avec la même formation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que j'ai pu obtenir avec leur bienveillance une licence pro bono de cette formation au coaching qui est superbe. Et donc tous nos coachs, on en a près de 300 maintenant, qui de manière pro bono accompagnent tous les mois pendant 1 an ces jeunes pour les aider à grandir. Non pas pour apporter toutes leurs solutions, mais vraiment les aider à grandir et ouvrir des réseaux, ce qu'on fait tous les jours à ces jeunes, pour qu'au bout du bout, on en a accompagné maintenant plus de 860 ces dernières années. Il y a plus de 500 entreprises toujours en vie. Ils ont créé plus de 1200 jobs. Il y a plus de 150 000 bénéficiaires indirects aussi. Il y a plein d'autres impacts incroyables qu'on ne sait pas malheureusement mesurer, d'économies, d'empreintes carbone, CO2, de jobs, d'emplois de solidarité auprès de travailleurs handicapés, etc., qui sont créés, et qui fait qu'on est pas simplement très fiers, on est très heureux, et moi je suis très convaincu de ça, qu'émergent de nouveaux rôles modèles. Des nouveaux rôles modèles dont le modèle et l'ADN de leadership est différent de ce que l'on voit malheureusement trop souvent encore dans des rôles de leader aujourd'hui. Quel est, parmi tous ces lauréats, le ou la entrepreneur qui t'a le plus marqué et... C'est toujours dur, parce que je les aime tous. C'est comme une famille. C'est une énorme famille avec 1000 enfants presque. Pour mettre en avant un ou deux. Ouais, il y en a plein, il y en a énormément. Donc bon, j'ai fait un épisode, il se trouve, du podcast Positive Leadership en français. J'en fais quelques-uns en français et puis pas mal en anglais parce que j'ai des invités internationaux. Et j'en ai fait un pour l'anniversaire des 10 ans de Live for Good avec Marius Amelot et Anne-Sophie Thomas. Voilà, donc il y avait ces 2 entrepreneurs. Pourquoi? Alors Marius, lui, il a créé Le Pavé, qui est une très belle boîte, qui a maintenant plus de 70 salariés, qui a créé un modèle effectivement de recyclage de plastique
pour de magnifiques matériaux d'aménagement de construction. Il a été notamment, je dirais, gagnant d'un appel de projet qui a été réalisé pour des podiums des Jeux Olympiques et des dossiers de la piscine olympique. Et depuis, surtout, il a vendu sa solution, il a créé 2 usines et il est porté par vraiment cette envie d'aller beaucoup plus loin sur l'impact de la filière plastique en Europe également. Anne-Sophie, dans un domaine très différent, Anne-Sophie Thomas, qui a créé Gestia Solidaire, c'est le problème du logement social, qui touche plus de 2,3 millions de personnes dans notre pays, et qui elle-même en a été la victime quand elle était plus jeune pour ses études, et qui a créé un modèle dans lequel elle va finalement rassurer des bailleurs, ceux qui possèdent des logements, pour avoir une garantie financière leur permettant de louer à des jeunes, notamment, qui n'ont pas forcément des moyens ou le profil crédit nécessaire pour les demandes habituelles de logeurs, de bailleurs, et qui permet aujourd'hui de loger plus de 1000 personnes et qui va passer à 10 000 dans les quelques années qui viennent. Voilà quelques exemples, il y en a plein d'autres de magnifiques projets qui touchent à tous les domaines sociétaux. Tu as donné des conseils au jeune Jean-Philippe Courtois de 33 ans. Pour finir cet entretien, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur social, au-delà de venir chez Live for Good pour être accompagné, pour être coaché, plus en termes, tu vois, personnels, de comment je vis ma mission, comment je crée un environnement positif. On sait que dans l'univers des économies sociales et solidaires, c'est toujours des organisations qui peuvent être difficiles, fragiles. Quel conseil tu as envie de donner à un jeune entrepreneur social? Oui, alors c'est un environnement effectivement qui est intense à tout point de vue, mais le conseil numéro 1, c'est vraiment cette connexion magique lorsqu'elle se réalise, et j'en suis très convaincu, de son pourquoi personnel. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser de temps en temps dans sa vie, pas tous les jours. Dire pourquoi je suis là finalement, pourquoi je suis là. Quel est le rôle, quel est l'impact, quelle est la contribution, quel est moi, Jean-Philippe, moi, Roland, ce que je souhaite apporter à ce monde. Et à ce monde, ça commence par soi, ça commence par les autres autour de soi, sa famille, ses amis, ses communautés, c'est l'entreprise dans laquelle on bosse, c'est l'asso dans laquelle on bosse, c'est le service public dans lequel on bosse, c'est tous ces acteurs différents, et puis c'est le monde, c'est la planète aussi, ces acteurs. Donc déjà, ça démarre par une très grande reconnexion avec soi, dans un univers qui fait tout pour vous distraire sur votre soi. Et ensuite, de vraiment connecter ça profondément avec le problème. Et il faut être très clair, non pas la solution, il faut jamais tomber amoureux d'une solution d'entreprise, mais qu'on soit amoureux du problème qu'on veut résoudre. Oui, quel est ce problème pour lequel je suis indigné, sur lequel j'ai moi-même peut-être la victime, et sur lequel je vais avoir une exigence très forte d'authenticité, et de création de valeur aussi, évidemment, et qui va utiliser mes ressorts de mon moi, de mon pourquoi, et qui va être investi à fond dans cette mission. Moi, je dirais fortement à ce jeune, voilà, travaille ces 2 pourquoi, et assure-toi en permanence, parce que ça va pas être une résolution qui va être faite le jour de la création de la boîte en disant « Oui, j'ai fait cet accord avec moi-même et tout est bon ». Non, c'est tout au long de la vie de cette boîte, de dire est-ce que je suis toujours en accord aligné, moi et tous les acteurs que je vais embarquer avec moi, parce que c'est jamais un effort solitaire. Au contraire, on doit avoir cette énergie positive pour les embarquer, pour que ces 2 pourquoi lui donnent un pouvoir incroyable d'impact et un multiplicateur dont il soit pas seulement fier, mais dont il va se nourrir tous les jours. Retrouver l'alignement avec sa mission personnelle. Totalement. C'était un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui, Jean-Philippe. Merci. Ce partage, très ouvert, très franc, sans langue de bois. Bonne chance à tous les entrepreneurs de Live for Good et bonne chance à ta fondation. À très bientôt. Merci Roland, merci beaucoup. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.